aujourd'hui, nous allons avoir un apport que j'ai déjà fait dans le cadre de Brainologie, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager ça avec vous. Nous avons un cerveau avec un système de pensée à 2 vitesses. D'accord ? Et ce que je voudrais qu'aujourd'hui, c'est que vous appreniez ce que j'ai pu comprendre à travers mes différentes expériences, qu'il y a des façons de penser qui sont opérationnelles et d'autres qui ne le sont pas. Il y a des choses qui peuvent nous aider à prendre des bonnes décisions et d'autres pas. Okay ? À travers ou mes recherches ou mes analyses, j'ai découvert plusieurs choses. D'abord que le cerveau humain a 2 systèmes de pensée. Alors, c'est pas moi qui le détermine, c'est pas moi qui le dis, c'est l'observation des recherches que j'ai faites et que j'ai croisées avec d'autres données. D'accord ? En tout cas, vous savez que on a quelque part l'esprit intuitif et l'esprit rationnel, l'intuition, la réflexion. Et ces 2 fonctions sont séparées. Très souvent, on pense que quand on agit sans réfléchir, on prend de mauvaises décisions. C'est pas obligatoirement faux. Non, c'est pas obligatoirement vrai. C'est pas obligatoirement vrai. C'est spécifiquement faux. Ok ? Je vous expliquerai pourquoi de cela. Voilà. Chose aussi importante, c'est que quand vous prenez des décisions, quelque part, vous faites systématiquement appel à ces 2 systèmes de pensée. Donc plus vous allez être conscient que vous avez un cerveau à 2 vitesses, que votre système de pensée à 2 vitesses, et mieux ce sera. Je m'appuie beaucoup sur les travaux d'un monsieur qui s'appelle Daniel Kahneman, qui a appelé ça le système 1, l'intuition, et le système 2, la réflexion. Ok ? Alors, on ne va pas faire de raccourci, on va vous dire que vous avez un cerveau intuitif et un cerveau réflexif. Non. Je vais voir, et je vais détailler avec vous pendant cette capsule, ces 2 façons de penser, et je vais vous montrer que ces 2 systèmes peuvent être parfois en concurrence, mais surtout, ils pourraient être hyper complémentaires. Ok ? Autre chose, j'ai travaillé sur les travaux de Daniel Kahneman, et lui-même travaillé avec un monsieur qui s'appelle Amos Tversky, qui est un psychologue israélien qui nous a quittés il y a quelques années. D'ailleurs, dans l'univers de la psychologie positive, on va vous parler de pensée rapide, l'intuition, et pensée lente, qui va être la réflexion. Moi, je préfère vraiment la logique de système. Système 1, système 2, ça renvoie à la logique de processus. Et j'aime bien quand il y a une structure mathématique derrière les systèmes un peu complexes comme cela, parce que ça nous permet d'avoir des meilleurs repères. Okay ? Vous allez voir en tout cas que ce sont ces 2 systèmes qui vont être analysés dans cette vidéo. Je vais vous faire part de mes différentes observations. Okay ? C'est pas toujours logique, mais vous allez comprendre qu'il y a un premier système qu'on appelle le système 1 qui est automatique et que le système 2, il doit être sollicité. Imaginons par exemple que je vous montre la photo d'une femme qui est en colère. Okay ? Votre partie intuitive, donc le système 1, va vous indiquer que cette femme va crier et vous allez anticiper, vos pensées vont anticiper, éventuellement les mots violents qu'elle va dire, d'accord ? Tout ça, vous allez le faire sans réfléchir. C'est vraiment la fonction du système 1, d'accord ? Si maintenant, je vous propose une multiplication, un petit peu compliquée, votre activité mentale devra se mettre en marche. Vous allez rechercher la solution, et ça, c'est le rôle du système 2. Quand le système 1 se trouve en difficulté et ne trouve pas la réponse qu'il veut, en tout cas, quelque chose qui ne lui correspond pas, qui ne le satisfait pas, il fait appel au système 2. Le système 1, il a quelques petits défauts. Le système 1, il comprend mal la logique. Il a tendance à donner des réponses qui sont automatiques et on ne peut pas le débrancher. Les activités du système 1, elles sont automatiques. Parmi celles-là, vous avez par exemple les illusions d'optique, tout ce qui va être illusion cognitive, etc. Ce système va donner une interprétation qui ne peut être rectifiée que par le système 2. Ça veut dire que les activités du système 2 vont demander de l'attention, de la concentration et de l'effort mental, ce qui demande beaucoup d'énergie à notre corps et particulièrement à notre cerveau. L'activité du système 2, lui, il influe sur le physique. En clair, je vous explique. Daniel Kahneman, il a fait des recherches à l'université du Michigan et il a découvert que la taille de la pupille variait en fonction de la concentration de la personne. Plus l'effort mental est intense, plus la dilatation elle est importante. Et dans ces cas-là, le système 2 prend le pas sur le système 1 et va obliger la personne
à faire un effort pour résoudre le problème qui lui est proposé. Donc, on sait également que le rythme cardiaque et la variabilité de fréquence cardiaque changent. Le rythme cardiaque s'accélère et la variabilité de fréquence cardiaque change. Quand vous faites un effort mental intense, parfois vous pouvez même carrément devenir aveugle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez avoir une forme d'œillère. La concentration réduit le système de focalisation. Par exemple, quand vous regardez cette vidéo, sachez que seulement 12% de ce que vous regardez est en haute définition. Le reste est reconstruit par votre cerveau. Et c'est ce reste-là que vont utiliser les magiciens pour vous faire passer des choses. D'accord ? Donc comprenez que notre concentration sera tellement importante parfois qu'on sera incapable de percevoir certains éléments que notre cerveau va considérer comme secondaires, pas prioritaires. En tout cas, pas prioritaire par le système 2. Et en fait, cette manière qui est un peu complexe de la répartition de l'attention fait partie de notre évolution. L'homme a acquis la capacité de prioriser les menaces et les opportunités, mais de façon hyper rapide. Okay ? Y a plein d'expériences qui ont été menées par Daniel Kahneman, et il a remarqué que quand une personne donne une réponse approximative ou floue à une question, elle formule en fait la première pensée qui lui vient à l'esprit. Dans ce cas, le système 1 est mis en avant, le système intuitif. Il est mis en avant sur le système 2, d'accord ? Pour obtenir une réponse plus précise, il faut obliger le système 2 à contrôler le système 1. C'est-à-dire que l'utilisation du système 2 va provoquer une fatigue physique intense, et le cerveau, il a besoin, dans ces cas-là, d'apports en énergie, notamment de glucose, pour pouvoir mieux fonctionner. D'ailleurs, dans une de ses expériences, Kahneman a constaté que les personnes qui avaient bu une limonade sucrée entre deux activités intellectuelles intenses parvenaient parfois à mieux solliciter leur système 2 que ceux qui avaient bu une limonade contenant des édulcorants. Donc le sucre avait vraiment un impact, d'accord ? Et c'est normal parce que le cerveau se nourrit de sucre, mais vous pouvez le nourrir de sucre qui ne soit pas du sucre raffiné. Il y a plein de vidéos là-dessus que je vous ai faites, mais je le précise quand même, d'accord ? Les travaux de Kahneman ont aussi mis en avant que les jugements étaient plus sévères dans les tribunaux avant une pause déjeuner qu'après une pause déjeuner. Pourquoi ? Parce que le système 1 va utiliser la mémoire pour ne pas avoir à solliciter le système 2. Plus on réalise une tâche, et moins le système 2 sera sollicité au profit du système 1, qui sera assimilé et qui aura, j'ai envie de dire, mis en arrosage automatique la tâche. D'accord ? Donc une fois encore, plus on va se concentrer, plus on va faire les choses, et moins le système 2 il a besoin de travailler parce que tout devient dans notre système automatisé. D'accord ? C'est pour ça qu'il faut qu'on parle de la notion d'amorçage. L'amorçage, c'est l'influence d'une idée sur une action. Okay ? C'est aussi ce qu'on appelle l'effet idéomoteur. Dans une expérience, il y a des personnes qui avaient à rédiger une phrase avec des mots qu'on leur a donnés. Certains mots concernaient la vieillesse, d'autres un tout autre sujet. Les participants qui ont composé une phrase contenant les mots sur la vieillesse se déplaçaient ensuite plus lentement que les autres, comme si le système 1 avait agi sur le physique. Alors ça paraît incroyable, mais dans ce cas-là, le système 2 ne gère pas le système 1. L'amorçage, il peut intervenir dans plein de domaines. La vie sociale, la politique, la culture, etc. D'accord ? Donc, l'amorçage, il agit sur le système 1 sans que nous en soyons conscients. Le système 1 décide si le système 2 doit être activé ou pas. En clair, le système 1 possède un certain nombre de contrôles qui déterminent s'il doit faire appel ou pas au système 2. En clair, on met en avant l'intuition, okay, et ensuite, donc la pensée automatique, et ensuite, s'il le faut, la réflexion. C'est ce qu'on appelle l'aisance cognitive. Cette aisance cognitive peut aller de facile à tendu. Ça veut dire que quand il est confronté à ce dernier au niveau du système 1, eh ben le système 1 va faire appel au système 2. L'aisance cognitive, c'est pas pareil que l'illusion cognitive. Okay ? Par exemple, vous avez déjà vu des déjà-vus. Ok ? Non mais j'ai le sentiment, j'ai déjà vu. Je pense que je l'ai rêvé. D'accord ? Des mots comme on l'a déjà lu. Ça donne une impression de facilité. Okay ? Et ça peut entraîner des erreurs, parfois des fautes d'intention. Okay ? De la même façon, les illusions de vérité font que le système 1 reste autonome et ne sollicite pas le système 2. Ce sont des méthodes qu'on va utiliser
qui vont être utilisés par les régimes dictatoriaux, par exemple, ou les agences de pub. Un texte, il est persuasif si la police de l'écriture, elle est bien lisible. Elle est contrastée, avec des couleurs vives, d'accord ? Les mots doivent être simples, faciles à mémoriser, pour justement ne pas alerter le système 2 et laisser son autonomie au système 1. Comprenez une chose, c'est que l'aisance cognitive, elle est aussi associée à la détente physique. Si un sujet est détendu, il sera plus attentif lors de l'expérience. Donc, le système 2 aura à jouer son rôle de façon beaucoup plus facile aussi. Une autre activité du système 1, c'est de nous faire considérer comme normaux, un certain nombre de faits qui vont se répéter. D'accord ? Un événement exceptionnel et répétitif ne nous surprend plus. Par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, pendant la période de Corona, on annonce les morts, il n'y a plus d'émotion, quoi. Au départ, c'était très très grave. Ensuite, c'est exactement la même chose pour le chômage. Avant, il y avait 100 personnes qui étaient licenciées. On en faisait tout un pataquès pendant le JT du soir. Et maintenant, ça se passe tous les jours et personne ne réagit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces événements exceptionnels ont été répétitifs et donc ils ne surprennent plus. D'accord ? Donc le système 1 s'y attend et du coup, il n'alerte pas le système 2. On sait qu'il y a aussi un rapport avec la mémoire et les a priori. Ça, c'est le propre du système 1. Comprenez un truc. Le système 1 joue un rôle dans la causalité ou l'illusion de causalité. Si un événement paraît normal, le système 1 ne va pas chercher plus loin. Si ça paraît normal, on ne va pas chercher plus loin. Toutes nos conclusions hâtives peuvent suffire pour nous faire prendre des décisions. Le système 1, c'est le siège des conclusions hâtives. Alors, ça peut être rentable si le risque n'est pas élevé, ok ? Parce qu'on se dit, c'est inutile d'alerter le système 2, l'enjeu n'est pas important. Et il y a des éléments récents, par exemple, le contexte du moment peuvent nous orienter vers une conclusion qui, même si elle est hâtive, peut être la bonne ou la mauvaise, d'accord ? Par exemple, si vous êtes amoureux, il y a de grandes chances que toutes les décisions que vous preniez soient teintées d'un choix qui soit un choix complaisant. Vous êtes dans un état interne, un contexte qui va faire que. Ok ? Donc vous allez recadrer les comportements de la personne, mais les gens vont dire, mais David, je sais pas, tu remarques pas, elle te prend pour un imbécile, ou regarde, il te prend pour un imbécile. Mais non, toi tu es dans un état, un contexte qui fait que le système 1 il tourne. Et donc pour lui ce qu'il vit là, c'est quelque chose de sympa. Donc il va y avoir des décisions hâtives qui vont être prises comme ça. Autre chose dont on parle souvent, c'est l'effet halo. Ok ? Le halo, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle la première impression, mais la première bonne impression. Ok ? L'effet halo, c'est l'effet qu'on va mettre par exemple sur un produit. Ok ? Un produit, par exemple, on va dire caprice à deux, caprice des dieux. Ok ? L'effet halo, c'est-à-dire que tiens, on a rendu quelque chose, un fromage à pâte cuite, sûr qu'il n'est pas dégueulasse, mais fromage à pâte cuite, quel rapport avec le caprice des dieux ? Chaussé aux moines. Après, l'effet halo, ça peut être aussi tout ce qui va être bio, tout ce qui va être commerce équitable. Ok ? Maintenant, si on veut être vraiment rigoureux dans son jugement, il faut utiliser une méthode qu'on appelle la méthode Covera. Ce qu'on voit et rien d'autre. Covera. C-O-V-E-R-A. Ok ? Ce qu'on voit et rien d'autre. On va s'appuyer uniquement sur les éléments visibles. Donc de la même façon, le système 1 va nous fournir un avis sur des personnages, sur des politiques par exemple, à partir de leur portrait. Par exemple, une mâchoire carrée va nous indiquer va nous indiquer peut-être de l'ambition, l'envie d'écraser, alors qu'un menton rond va nous faire considérer la personne comme plutôt doux, plutôt inoffensif. Ok ? Et ça a un impact naturellement sur les politiciens. Il y a même des politiciens qui se sont fait refaire le portrait à cause de ça. Je dis ça, d'accord ? Mais il faut se méfier de l'évaluation complémentaire. Parce que quand le système 2 recherche un avis sur une question, le système 1, il en rajoute. Par exemple, le fait qu'on aime ou pas les produits fabriqués par une entreprise dont on analyse la santé financière, ça ne doit pas intervenir dans notre choix. Okay ? Dans ce cas, il faut tordre le cou au système 1. Et comprenez que le système 1, il est souvent suffisant. Une caractéristique du système 1, c'est que la plupart du temps, il trouve une réponse immédiate, simple,
à toutes les questions qui sont banales. Donc si la réponse exacte ne vient pas à l'esprit immédiatement, ça alerte le système 2. Si on pose la question « Quel est le sens du bonheur ?», qui est une question quand même un petit peu complexe, on va répondre « Je me sens heureux en ce moment ». Avant de demander au système 2 de se mettre en marche pour une réponse qui va être un peu plus précise. C'est-à-dire que la façon de poser une question va aussi orienter la réponse. Si on demande à des jeunes « Êtes-vous sortis ces jours-ci ?» et « Êtes-vous heureux ?», la réponse sera différente si on inverse l'ordre des questions. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'amorçage qu'on a vu tout à l'heure. Si je vous dis « Êtes-vous heureux ?», et si je vous dis « Êtes-vous sortis ces jours-ci ?», vous allez voir que les réponses seront différentes. Ok ? Maintenant, il faut considérer que parfois la collaboration avec le système 2, elle est primordiale. Daniel Kahneman, il dit que, à travers ses expériences et au vu de ses statistiques, il ressort qu'il y a beaucoup de résultats qui sont faussés, faute d'échantillonnage suffisant. Et ça, c'est important. Par exemple, notre jugement, il est influencé par ces résultats parce que le système 1 ne tient pas compte de la taille de l'échantillon. Pour ça, il faut analyser la statistique, et c'est le travail du système 2. Un autre aspect met en lumière la collaboration du système 1 et du système 2. On appelle ça l'ancrage, que l'on peut assimiler à l'amorce ou une forme de suggestion. Par exemple, lorsqu'une maison est mise en vente, un prix est fixé par le vendeur. Okay ? Si c'est cet ancrage qui va solliciter le système 2, parce que sans cet ancrage, en fait, le système 1, il aurait pu établir un prix tout à fait différent. Il aurait pu établir un prix, d'ailleurs, tout à fait irréaliste. D'accord ? Mais le système 2, il a travaillé à partir de la mémoire, de l'expérience, du bon sens, du marché, okay ? De tous les éléments qui sont censés appartenir au système 1, mais qu'il n'a pas mis en mouvement de façon globale. D'accord ? Et du coup, on va avoir une réponse qui est différente. Et ça, c'est important parce que comprenez que quand vous faites quelque chose, vous le faites toujours ou bien depuis un positionnement intuitif, je suis dans l'automatisme, ou bien je me stoppe et je réfléchis, j'essaie d'avoir une vue d'ensemble. D'accord ? Et ça change tout mes chouchous. Parce que le simple fait de se dire, juste de se poser la question, hey, maintenant, je stimule mon système 1 ou mon système 2 ? Est-ce que je suis sur un mode intuitif pur ou je suis que dans la réflexion et j'ai plus de contact avec l'intuition ? D'accord ? Donc il faut faire attention. Par exemple, si on veut analyser la fréquence des accidents d'avion et on s'interroge sur le fait, je prends l'avion ou pas, le fait qu'un crash ait eu lieu récemment va nous influencer. Pourquoi ? C'est parce que c'est une question de mémoire. Le système 1 qui va travailler sans faire appel à d'autres éléments, okay, la facilité avec laquelle on se souvient d'événements est un schéma qui appartient au système 1. D'accord ? Donc, je te propose un voyage en avion, tu vas me dire, attends, non, je ne sais pas pourquoi, je ne sens pas. En ce moment, tu sais, il y a beaucoup de problèmes. Non, il y en a eu un sur des millions de vols. Un. Tu ne peux pas dire que les statistiques sont contre nous. Ok ? Donc, si le système 2 s'engage, du coup, on va faire les choses complètement différentes. Parce que le système 2 va dire, dis-moi, il y a eu combien de vols sur cette année-là ? Ok, combien d'accidents d'avion ? Combien de crashs ? Un seul. Ce crash, il a eu lieu dans quel pays ? Sur quel avion ? Ok, donc tu vois bien que, excuse-moi, mais tu vois bien que ça n'a absolument rien à voir avec la ligne que l'on va prendre, parce que là, on fait juste Paris-Marseille, quoi. D'accord ? Et donc, c'est important de poser des questions et de stimuler le système 2, parce qu'en fait, le système 2, c'est lui qui permet de reconsidérer le système 1. Et je vais encore éternuer. Bon, vous l'aurez compris, hein, j'ai un bon rhume. D'ailleurs, je suis sûr que j'ai une voix de canard, hein, Donald Duck. Non, un petit peu ? Je le sens. Mais grâce à la vidéo, vous pouvez recevoir ce contenu sans être contaminé. Et ne vous jetez pas là-dessus, c'est pas possible que ce soit le corona. C'est pas possible. Ok, il y a aussi un truc que j'ai aimé dans les travaux de Daniel Kahneman, c'est ce qu'on appelle la cascade des disponibilités. Ok ? Et l'heuristique de l'affect. Ça veut dire quoi ? C'est ça qui va nous pousser à être en accord ou pas avec l'opinion publique. D'accord ? Par exemple, un incident qui devrait rester mineur peut être monté en épingle par la cascade des disponibilités. On va soudain devenir une polémique universelle. C'est arrivé dernièrement. Regardez combien certains
humoristes ont dit des choses. Bon, c'était dans le cadre de l'humour, c'était pas si grave que ça. Et comment ils se sont fait déchirer, quoi. Quand Christina Corluda va redire à une personne que parce qu'elle est un peu forte, il faut pas qu'elle porte des salopettes, elle va se faire déchirer sur les réseaux sociaux, alors qu'elle est juste en train d'exprimer que, en fait, la salopette ne va pas mettre en valeur le corps de la personne et qu'il y a d'autres solutions. Mais la cascade des disponibilités va faire que soudain, une petite phrase comme ça va faire polémique. D'accord ? Et du coup, les médias vont s'en emparer. Et si on peut estimer qu'ils modèlent l'opinion publique, ils sont aussi modelés par l'opinion publique, les médias. D'accord ? Donc, dans le domaine de la prise de décision, l'heuristique de l'affect, c'est ça qui va orienter aussi nos jugements vers un résultat qui sont conformes à ce qu'on veut. Par exemple, on ne trouvera que des avantages à une technologie qui nous convient, ok, et à force contraire, que des inconvénients à celle qui ne nous convient pas. Ok. Par exemple, moi je suis Android, mon épouse elle est iPhone. D'accord ? Bon. Il est évident que on va se battre parfois. Parce que moi j'ai trouvé que cette technologie, je la trouve de plus en plus fermée, de moins en moins accessible, très obscure. Et elle va me dire, mais toi ton truc c'est compliqué, je comprends rien, j'ai du mal à m'adapter. Donc chacun va être enclin à mettre en avant sa propre technologie. D'accord ? Autre chose, quand on doit prendre des décisions, on essaye de faire des calculs de probabilité. Ça, c'est logiquement le système 1 qui fait ça. Ok ? Vous prenez... Quand vous faites, par exemple, des probabilités, il y a deux éléments qui sont importants à prendre en compte. Ce qu'on appelle le taux de base, c'est-à-dire le catalogue des solutions possibles, d'accord ? Et la représentativité, c'est-à-dire les souvenirs de nos expériences et de celles dont nous avons eu connaissance qui s'appliquent à ce cas-là. Et vous allez voir que dans la majorité des cas, okay, ce qu'on a observé, ce que Daniel Kahneman a observé, c'est que la représentativité l'emportait et que le système 1 fonctionnait seul sans que le système 2 ne soit sollicité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'influence étonnante du physique sur le fonctionnement du système 2, c'est ça le truc. Quand on fronce les sourcils pour réfléchir, le système 2 fonctionne plus vite que d'habitude et une solution apparaît plus rapidement. Okay ? Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que trop souvent, très souvent, toutes nos décisions sont prises par le système 1. D'accord ? Il y a une autre expérience qui opposait la probabilité à la plausibilité. D'accord ? Et il en ressort que la probabilité provient de la logique. C'est ce qu'on appelle le système 2. Pour aboutir à une probabilité, notre esprit doit fonctionner, analyser, calculer les différents éléments. La plausibilité, par contre, c'est que le fruit du système 1. On se contente d'évoquer des souvenirs de situations qui vont être pareilles. On applique une solution que l'on a déjà utilisée ou dont on a eu connaissance. En fait, le système 1 fonctionne seul et le système 2 se contente de cette solution. En se penchant sur tout ce qui va être statistique, les taux de base, on s'aperçoit qu'en fait, on est au cœur de ce qu'on appelle les stéréotypes. Nos représentations sociales sont là-dedans. Et très souvent, elles peuvent être exactes, mais très souvent, elles peuvent être erronées. D'accord ? Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Okay ? Et vous devez comprendre que ces cas individuels influencent beaucoup plus notre jugement en agissant sur notre système 1. D'accord ? Autre chose qui est important, et qui est un élément qui est complexe, okay ? C'est ce qu'on appelle la régression vers la moyenne. Okay ? Donc, je vous rappelle juste que Daniel Kahneman, il a eu un doctorat, un doctorat en mathématiques et ensuite en psychologie, et ensuite il a été prix Nobel d'économie. Je dis ça, c'est pour ça que souvent ces travaux, et d'ailleurs les travaux de l'économie et tout ce qui est psychologie lié à l'économie, ce qu'on pourrait vulgairement, parce que c'est pas tout à fait vrai, mais appeler le neuromarketing, vont nous donner beaucoup d'informations sur le mode de fonctionnement humain. Et en fait, la régression vers la moyenne, elle a été intéressante parce qu'elle s'est analysée en se basant sur des résultats sportifs. Okay ? Il explique le succès par talent plus chance. Okay ? Si le talent il peut être contrôlé, la chance on ne peut pas la contrôler. D'accord ? Donc c'est pourquoi Daniel Kahneman estime qu'un bon score est généralement suivi par un score plus moyen,
Parce qu'il est rare que la chance persiste. La prédiction régressive, elle est raisonnable, mais elle n'est pas quantifiable. Donc ça ne peut pas donner de garantie. Je dis ça pour tous ceux qui parient sur les matchs sportifs. Ça peut aider, d'accord? Mais par définition, on n'a aucun pouvoir sur la chance. Même en poussant le raisonnement à l'extrême, personne ne peut prévoir qu'un joueur, peu importe, foot ou de golf, va atteindre le trou en un seul coup. Parce que le vent aura poussé un tout petit peu la chose. C'est-à-dire qu'en dehors de son expérience, de sa forme physique, ça c'est mesuré et c'est mesurable, il existe un facteur chance qui reste en dehors de notre portée. Et en fait, les prédictions intuitives, à ce moment-là, il faut aussi qu'on en fasse très attention. Parce que si on demande l'estimation d'un résultat universitaire, par exemple, notre système 1 va utiliser des indices familiers qui vont orienter notre opinion. En fait, on va tenir compte ni du taux de base, ni de la régression vers la moyenne, et ça, il faudrait prendre en compte. Et c'est pour ça, en fait, il faudrait forcer le système 2 à fonctionner pour obtenir une estimation valable. D'accord? Et c'est important que je vous dise ça parce que quand vous comprenez ça, vous comprenez le fait, à un moment donné, d'arrêter d'être en pilotage automatique. Quand vous devez prendre une décision, une fois encore, faites un stop. Vous savez ce que c'est? Je l'ai expliqué 1000 fois sur cette chaîne. Se taire et observer patiemment. Je me tais, j'observe patiemment. Stop. Ok? Et à partir de ce moment-là, je me pose des questions. Quand je vais me poser des questions, je vais faire un effort cognitif, je vais forcer mon système 1 à passer au système 2, et là, je vais avoir, j'ai envie de dire, une vision globale qui va être beaucoup plus intéressante et qui va me permettre de pouvoir faire des choix qui sont plus judicieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mes chouchous, régulièrement, arrêtez-vous, posez-vous, et posez-vous la question, je réagis de façon automatique? Ou est-ce que j'ai vraiment écouté tous les tenants, les aboutissants, et que ma décision elle est intelligente? Qu'est-ce que je devrais faire pour que je donne plus de chance au système 2 pour aider mon système 1? Parce que plus vous allez faire ça, plus vous allez vous habituer à ne pas prendre en compte votre système de pensée automatique, mais commencer à l'incarner, en ce sens où vous allez être un petit peu, beaucoup plus vigilant. Et à ce moment-là, mes amis, voilà ce qui va se passer. Vous allez tous être beaucoup plus conscients, vous ferez des choix judicieux, et ça marchera mieux pour vous. Et c'est quand même le but de cette chaîne, et c'est quand même le but de notre vie, non? Ok. Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Posez-vous vraiment la question régulièrement. Ce que je le fais d'une façon purement intuitive, là. Ma décision, elle est intuitive ou je prends le temps de me réfléchir. Et si vous avez, au contraire, l'habitude de faire des choses où vous réfléchissez trop, posez-vous à ce moment la question, c'est quelle serait ma première impression? Quelle serait ma première décision à froid comme ça? Le plus vite, je ferais quoi? Et dans ces cas-là, souvent, essayez de prendre celle-ci, juste pour entraîner le système 1 si vous ne l'utilisez pas assez. Mais très souvent, vous verrez qu'on utilise plus le système 1 que le système 2. Je vous aime, à très bientôt.